Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Trois ans de l'état de siège instauré par le président Félix Tshisekedi au Nord Kivu et Ituri. À l'heure du bilan, les autorités militaires ituriennes évaluent leur action à 60%. Et puis à l'international, la Zambie opte pour l'exonération des taxes aux importateurs de maïs sur son territoire. À la base de cette dure décision, c'est la sécheresse qui a dévasté près de la moitié de 2 millions d'hectares de maïs sur son territoire. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient de confirmer ce vendredi l'élection de Daniel Bumba Lubaki comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Elle a déclaré la requête de Vidier Chimanga, son challenger, recevable mais non fondée. Ce dernier accusait Daniel Bumba d'être élu sur fond de corruption et demandait l'annulation de ces scrutins. La Cour a gardé les mêmes résultats de la Commission électorale nationale indépendante, donnant Daniel Bumba élu avec 37 voix sur 47. Vidier Chimanga garde ses 10 voix. Suite à cet arrêt, l'ancien conseiller de Félix Tshisekedi a annoncé qu'il se retire de la politique aux dernières nouvelles. Et puis, une autre information en bref, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce vendredi dans la ville d'Oyo, située à 400 km de Brazzaville, en République du Congo, pour une visite de travail. Un tête-à-tête est prévu entre le président Tshisekedi et le président Denis Sassou Nguesso. Et puis, échange ce jeudi 9 mai au Palais de la Nation entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et le secrétaire du cabinet kenyan en charge des affaires étrangères, Musalia Mudavadi, qui a apporté un message crucial de William Ruto à Félix Tshisekedi. Cet émissaire du président kenyan est venu à Kinshasa dans le but d'apaiser les tensions entre le Kenya et la RDC après les épisodes qui ont jeté un froid dans les relations diplomatiques des deux pays. Musalia Mudavadi a réitéré l'engagement de son pays à vouloir travailler ensemble avec la RDC afin de l'aider à recouvrir la paix et sa stabilité, mais aussi à faire grandir le commerce et les affaires entre eux. Et puis on va rester dans l'économie. Le partenariat pour la sécurité des minéraux se félicite du nouveau contrat d'achat et de traitement minier conclu le 8 mai dernier entre la Société congolaise de traitement du terril de Lubumbashi, STL en sigle, et la Belge Umicore. À en croire le porte-parole du département d'État des États-Unis, cet accord permettra d'augmenter considérablement l'offre mondiale de germanium utilisé dans les semi-conducteurs, les câbles optiques, les cellules solaires et bien d'autres produits. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. En leur qualité de président du partenariat pour la sécurité des minéraux, les États-Unis d'Amérique et leurs partenaires du MSP se félicitent du nouveau contrat d'achat et de traitement du germanium finalisé entre la STL, filiale de la Générale des carrières et des mines Gécamine, et la société belge Imicor, qui fait progresser la coopération dans ces domaines. Cette collaboration entre les partenaires du MSP et le secteur privé est une preuve puissante de la capacité du MSP à sécuriser et à diversifier les chaînes d'approvisionnement minéraux critiques qui apportent des avantages économiques aux collectivités locales et aux pays d'origine comme la RDC.
ainsi que l'ont souligné les responsables d'Imicor et de GECAMIN. Cet accord soutiendra également le recyclage durable et l'économie circulaire, développera de nouvelles compétences techniques et une expertise en RDC et renforcera le rôle de la GECAMIN en tant qu'acteur important dans le traitement des minerais critiques. Cet accord important, conclu grâce à une étroite collaboration avec les 15 partenaires du MSP, augmente considérablement l'offre mondiale de germanium qui est utilisée dans les semi-conducteurs, les câbles optiques, les cellules solaires et bien d'autres produits. Le germanium traité renforcera à terme les chaînes d'approvisionnement des marchés américains, européens et japonais. On va parler sécurité dans ce journal. La mesure instaurant l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu vient de totaliser 3 ans ce vendredi 10 mai 2024. En Ituri, le commandant des opérations évalue à 60% les réalisations dans sa province. Selon le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, pour l'instant, il ne reste que la réconciliation et le pardon sincère pour arriver finalement à la paix définitive. Suivez le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Non, ce que je veux changer, maintenant je vous dis, c'est la réconciliation et le pardon. C'est changer les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous parlons de la cohésion, nous parlons du pardon, de la réconciliation. Toutes ces équipes qui descendent sur le terrain là-bas, c'est pour amener les peuples à se parler, à se dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. La dimension militaire, ça, c'est pas tellement un problème. Parce que là, nous avons fait autant d'opérations et tout, et je vous ai dit, partout nous sommes intervenus, à Lipri, à Nyangara et à Ngongo. Avez-vous entendu que les gens se sont battus là-bas? Aujourd'hui, la route vers Bambou, Kobu et autres là-bas, les gens ne se battent plus. Hein? Donc maintenant, ce qui est là, c'est il faut que les Ituriens arrivent à se pardonner. Oui, on s'est fait beaucoup de mal. Oui, c'est vrai, il y a eu des tragédies. C'est vrai, il y a eu des tragédies. Mais maintenant, nous devons aller au-delà de ces tragédies-là. Pour nous dire, voilà, c'est vrai. Ici, nous nous sommes mal comportés. En tout cas, nous demandons pardon. Oui, vous êtes mal comportés. Nous acceptons votre pardon. Et on avance. L'Ituri, c'est moi, comme je dis, c'est une terre promise, si je peux dire. Aujourd'hui, si l'Ituri est en train de démarrer, regardez aujourd'hui, regardez la ville ici. Nous étions à Agro la dernière fois. Voyez le développement. Il est visible. Hein? Et donc, aujourd'hui, les Ituriens ont compris qu'ils ne doivent pas rester dans la violence. Ils sont en train d'avancer. N'en déplaise à ces petits manipulateurs qui croient qu'ils vont changer. Et puis, les victimes des bombardements du Rwanda sur le sol congolais reposeront dans un mémorial à Kibali, dans le territoire de Nyiragongo, dans le territoire de Nyiragongo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, s'y est rendu ce vendredi 10 mai 2024 avec la délégation mixte du gouvernement qui se trouve déjà sur place pour les préparatifs de l'inhumation. Suivez. Et nous sommes en territoire de Nyiragongo, dans le groupement Kibati. Ici, sur un terrain de 3 hectares, seront inhumées les 35 victimes des bombardements du camp de Lushagala à Mugunga par la coalition M23, armée rwandaise. Ce terrain a été visité ce vendredi 10 mai 2024 par la délégation du gouvernement central en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui annonce la désaffectation de cet espace. Nous avions signé hier soir un arrêté qui désaffecte ces terrains et qui l'attribue au mémorial que nous allons faire ici en mémoire de nos victimes de la barbarie des Rwandais et leurs supplétifs. Ici sera le mémorial où seront désormais enterrées toutes les victimes de la guerre que mènent les poulains de Paul Kagame sur le sol congolais, annonce le ministre des Droits humains Fabrice Puela. Des sites qui étaient réservés aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ces cimetières qu'on appellera génocaustes, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Soulignons que, peu avant, sous l'égide du FONAREV, cette délégation gouvernementale a visité les familles victimes
des bombardements de l'armée rwandaise sur les camps de Lushagala. Et en sport, le public sportif de la République démocratique du Congo va vibrer au rythme du classico congolais qui va opposer le tout-puissant Mazembe à l'ASV Club ce samedi 11 mai 2024 au stade de Kamalondo. Cette rencontre entre dans le cadre de la phase retour des playoffs du championnat national de football. Suivez. Le tout-puissant Mazembe reçoit l'ASV Club ce samedi 11 mai 2024 à Lubumbashi au stade Kamalondo dans le cadre de playoffs du championnat d'élite congolais. Après une défaite 2-1 à domicile au match aller, les Dauphins noirs de la capitale se déplacent sur la pelouse du TP Mazembe avec la ferme intention de prendre le 3 points et mieux se positionner au classement. Classé provisoirement 3e avec 18 points en 11 sorties, le Moscovite devront sortir le grand jeu pour créer l'exploit à Lubumbashi afin de continuer à entretenir leurs rêves de finir au podium. Avant Mazembe, les protégés d'Amadou Diaby ont concédé un nul à Goma face à l'AS Dauphin Noir. De son côté, Mazembe, leader avec 20 points après 8 matchs livrés, n'a plus gagné depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. Après leur nul vierge contre Al-Ali en demi-finale allée de la CAF Champions League et la défaite au match retour, les Corbeaux ont enregistré 2 matchs nuls dans cette phase de play-off, respectivement contre le FC Saint-Oula Lupopo et Lubumbashi Sport. Les hommes de Moïse Katumbi semblent avoir perdu leur football offensif. L'ASV Club peut s'appuyer sur ses forces pour aller chercher l'exploit à Kamal City. Avec Eli Ponzu de retour à son meilleur niveau, le trio offensif vercubien a de quoi faire très mal. Le club a les armes pour accomplir sa mission à condition de faire preuve de solidité défensive et d'efficacité défensive. Mazembe, qui a perdu 4 points lors de ses 2 précédentes rencontres, veut refaire la santé ce samedi devant son public. Le Corbeau était vainqueur au match aller à Kinshasa grâce à un doublé du Malien Philippe Traoré. Mazembe, le centre à suivre. Oh là là, ce geste pour les seconds buts de Mazembe. Avant la page internationale, nous allons faire place à présent à l'info éco. Toutes les semaines, l'info éco vous permet de passer en revue l'actualité des marchés de commodités afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières, agricoles. Jojo Moulamba est sur ce plateau pour nous faire le point sur l'évolution des cours des matières premières. Jojo Moulamba, bonsoir. Bonsoir, Fiston Léco. On va commencer avec le prix du pétrole qui s'établit aujourd'hui à 83,81 $ américains le baril. Oui, actuellement, le prix du pétrole a diminué de 5,84%, s'établissant à 83,81 $ américains en réaction au dernier rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie AI. Et selon ces rapports, les stocks commerciaux américains de pétrole brut ont connu un accroissement de 7,3 millions de barils en rythme hebdomadaire contre une hausse prévisionnelle de 2,5 millions de barils. Pour rappel, ces stocks n'ont jamais été aussi élevés depuis juin 2023. Rapproché à fin décembre 2023, le prix du baril s'est accru de 7,63% en glissement annuel. Il a bondi de 14,93%. Et puis le cuivre et l'or sont en baisse et le coltan, le cobalt se maintient, mais son cours en glissement annuel a baissé de 18,96%. Alors, ce qu'on peut retenir de ces minéraux, le cours du cuivre a reculé de 2,19% d'une semaine à l'autre pour se situer à 9 804 $ américains la tonne en raison du ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière en Chine, l'un des principaux consommateurs du métal rouge. Toutefois, au cours de la semaine sous analyse, donc la semaine du 2 mai allant
jusqu'au 10 mai 2024. Ces cours a atteint son plus haut niveau depuis 2 ans suite aux inquiétudes d'un futur resserrement de l'offre dans un contexte de demande croissante et lié à la transition énergétique et à l'intelligence artificielle. Sur les 12 derniers mois, il a augmenté de 22,31%. Alors pour ce qui est du cours du cobalt, il faut enregistrer que le prix de ces minéraux a enregistré une variation hebdomadaire nulle tout en se maintenant à 27 753 $ américains la tonne. En glissement annuel, ce cours a baissé de 18,86%. Ici est d'indiquer qu'en 2023, l'économie congolaise a vu le prix international de son deuxième produit d'exportation, à savoir le cobalt, évoluer à la baisse pour atteindre son niveau le plus faible depuis 5 ans. Alors, concernant le prix de l'or, il faut retenir que ces minéraux a enregistré une baisse hebdomadaire de 1,95%, s'établissant à 2314 $ américains l'once. Comparé à ces niveaux de mai et décembre 2023, le prix de l'once d'or a augmenté de 17,23% et 11,81% respectivement. Voilà, nous allons boucler avec les prix des produits agricoles. Le prix du blé est à 225,74 $ américains la tonne, tandis que celui du maïs se situe à 170,36 $ américains. Oui, le matière première, c'est pas seulement le minerai, mais c'est aussi le produit agricole sur le marché de Chicago, puisque c'est là que les prix sont fixés à l'international aussi. Le prix du blé et du maïs ils sont accrus respectivement de 2,06% et 5,10%, se situant à 225,74 $ américains la tonne et 170,36 $ américains la tonne, tiré par les conditions météorologiques critique. En effet, une sécheresse extrême a été signalée en Russie et dans certaines parties des États-Unis, occasionnant le dessèchement de cultures et suscitant de doutes sur les perspectives de production. Il convient de noter que les États-Unis demeurent le premier producteur mondial de maïs, tandis que la Russie est le premier exportateur mondial de blé, avec des prévisions d'exportation de plus de 50 millions de tonnes pour la campagne en cours 2023-2024, représentant près du quart des échanges mondiaux. Sur le 12 derniers mois, le cours du blé affiche une hausse de 2,15%, alors que celui du maïs a baissé de 22,55%. Les citoyens informés est un sujet. Et celui qui n'est pas informé est dépendant. Merci beaucoup Jojo Moulamba pour l'info éco. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'info éco. Maintenant, on va faire place à la page internationale. Durement frappée par la sécheresse, la Zambie a suspendu les taxes sur les importations de maïs, principale culture vivrière du pays. Afin d'éviter la pénurie causée par la sécheresse, le gouvernement a opté pour l'importation de la céréale, alors que près de la moitié de 2 millions d'hectares de maïs au pays ont été dévastés par cette sécheresse, plongeant 6,6 millions de personnes en situation d'urgence alimentaire. Les autorités devraient commencer la délivrance des permis aux Zambiens pour l'importation des maïs au cours des prochains jours. Suivez. Depuis février 2024, la Zambie est durement frappée par une sécheresse prolongée provoquée par le phénomène climatique El Niño. Environ 9,8 millions de personnes sont affectées par la sécheresse, dont 6,6 millions sont en situation d'urgence alimentaire selon le gouvernement. Près de la moitié des 2,2 millions d'hectares de maïs plantés ont été détruits par la sécheresse, ce qui devrait diminuer de près de 50% la production céréalière du pays en 2024. Pour faire face à la pénurie causée par la sécheresse, le gouvernement zambien a suspendu le 8 mai 2024 les taxes sur les importations de maïs.
Le cabinet zambien a approuvé la suspension des taxes sur tout le maïs importé afin de remédier à la pénurie causée par la sécheresse. Le ministère des Finances a été chargé par le cabinet d'exécuter immédiatement cette décision, alors que le gouvernement sera au centre de l'importation de maïs pour les réserves stratégiques. Le secteur privé est également encouragé à saisir l'opportunité et à s'engager dans les importations de maïs. La Zambie, deuxième producteur de maïs d'Afrique australe, connaît sa saison agricole la plus sèche depuis 40 ans. 84 des 116 districts que compte le pays enregistrent des précipitations inférieures à la normale, avec des conséquences dévastatrices pour la production alimentaire. Le gouvernement a opté pour l'importation de maïs, principale culture vivrière du pays, pour combler le déficit causé par cette situation. Le ministère de l'Agriculture devrait commencer à délivrer des permis, notamment aux acteurs du secteur privé, pour l'importation de maïs dans les prochains jours. Pour répondre aux effets néfastes de la sécheresse, l'accent est mis sur la fourniture d'une aide alimentaire aux personnes dans le besoin, ainsi que sur des interventions visant à favoriser un relèvement rapide et le renforcement de la résilience. Nous accordons une attention particulière aux investissements dans le développement de l'eau pour l'agriculture afin de produire davantage de nourriture et d'énergie, ainsi que dans l'approvisionnement en eau des ménages, du bétail et de la faune. 12,6 milliards de kwacha sont nécessaires pour l'aide alimentaire immédiate, dont 28,3 millions de kwacha sont disponibles, ce qui laisse un déficit d'environ 12,54 milliards de kwacha. Le 29 février 2024, le président Hakainde Hichilema a déclaré l'état de catastrophe nationale suite à la sécheresse qui a fortement affecté la production agricole. Le chef d'État avait également interdit les exportations de maïs pour éviter une pénurie. Selon les Nations Unies, 228 millions de dollars seront nécessaires pour venir en aide à 4,6 millions de Zambiens d'ici fin 2024. D'un pays africain à l'autre, la Mauritanie a bénéficié d'un portefeuille actif de la Banque africaine de développement d'environ 422 millions de dollars américains de projets en cours d'exécution, selon les responsables de l'institution de développement. Cette ligne de crédit a essentiellement servi au financement du secteur des infrastructures en Mauritanie. Suivez. Les engagements nets de la Banque africaine de développement BAD en Mauritanie dans le secteur des infrastructures s'estiment à 422 millions de dollars. Ce portefeuille est principalement orienté vers l'énergie. En janvier 2024, la BAD a alloué un montant de plus de 289 millions de dollars au développement de la production et du transport de l'énergie solaire et à la transition énergétique. Le portefeuille de la Banque africaine de développement en Mauritanie est d'à peu près aujourd'hui, donc le portefeuille actif est de 422 millions de dollars de projets en cours d'exécution, essentiellement dans le secteur des infrastructures. Le principal secteur, c'est l'énergie. On est également dans le secteur agricole avec des interventions en appui aux chaînes de valeur agricoles. On prévoit également d'intervenir sous peu dans l'élevage et nous essayons également d'appuyer le secteur des pêches. À travers le Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de la BAD alloue des financements souverains à la Mauritanie. Ainsi, plus de 70% des financements de la Banque de développement sont issus de ce guichet concessionnel. Donc à travers ce guichet-là, on peut apporter des prêts, mais également des garanties et des lignes de crédit qui sont à destination des banques. Les banques en réalité servent d'intermédiaires pour nous, pour pouvoir atteindre les PME que nous ne pouvons pas financer de manière directe. Il convient de noter que la BAD intervient également en Mauritanie dans d'autres secteurs stratégiques de développement dont l'agriculture, la gouvernance, l'eau et l'assainissement, le secteur minier, le secteur privé, le transport et le social. C'est la fin de ce journal. Avant de nous séparer, je vous rappelle les titres. 3 ans de l'état de siège instauré par le président Félix Tshisekedi au Nord Kivu et Ituri. À l'heure du bilan, les autorités militaires ituriennes évaluent leur action à 60%. Et puis, vous avez suivi en international, la Zambie opte pour l'exonération des taxes aux importations de maïs sur son territoire. À la base de cette dure décision, c'est la sécheresse qui a dévasté près de la moitié de 2 millions d'hectares de maïs au pays.
c'en est fini pour ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Au revoir.